Donc on est très heureux de recevoir Paul Bray, l'Institut Pasteur, et de son équipe laotienne. Donc je sais qu'il y a des étudiants qui sont maintenant intégrés à ton équipe, tu vas nous les présenter. Donc c'est une conférence que tu avais déjà réalisée au début de l'épidémie, un peu pour alerter le public, une conférence qui s'était déroulée au lycée au fait, et qu'on avait souhaité reproduire en septembre, vu l'urgence de la situation. Je te passe la main. Bonne soirée. Merci Laurent. Tout d'abord, je vais présenter mon équipe. Est-ce que ça marche là ou pas? Mon équipe qui est venue avec moi. Il y a Marc Grandadam qui est responsable du laboratoire de virologie de l'Institut Pasteur du Laos, le docteur Marie Van Lau qui est virologiste qui travaille avec Marc, et Kam Singh, Dr Kam Singh qui est entomologiste comme moi-même. Et donc on va parler de ces pathologies arboviroses, donc le dengue et la chikungunya ce soir, pour que vous soyez au courant. Cette conférence est dans un but vraiment éducatif et pour vous informer de la situation actuelle au Laos et à Vientiane de ces deux pathologies, mais aussi de vous donner des informations, comment vous protéger vous-même, ainsi que vos familles et les gens autour de vous. Avant de commencer de parler de ces pathologies, je voudrais dire quelques mots sur l'Institut Pasteur du Laos. Et je voudrais d'abord remercier Laurent et l'Institut français pour cette invitation ce soir, et l'ambassade de France, l'ambassadeur était très soucieux pour qu'on communique sur ces deux pathologies à la communauté française. Donc c'est aussi une raison pour laquelle nous sommes là. Et donc l'Institut Pasteur du Laos n'est pas une organisation française, c'est une organisation laotienne qui appartient au ministère de la Santé laotien. Et c'est le ministère laotien avec l'Institut Pasteur, qui sont les deux cofondateurs de cet institut Lao, sont mis d'accord pour que cet institut soit sous la gouvernance du gouvernement Lao. Le ministère de la Santé nous a invités certains étrangers pour former les jeunes Lao, pour apprendre comment faire de la recherche, pour qu'ensuite ils puissent servir le pays et le ministère de la Santé pour produire les résultats basés sur les faits, et pas sur les rumeurs, sur les faits. Et donc, on a eu beaucoup de chance d'avoir des jeunes chercheurs, médecins extrêmement bien formés par l'IFMT, et deux de leurs maîtres sont dans le salle ce soir. Et c'est vraiment grâce à cette formation, cette préformation de nos jeunes, qu'on puisse continuer à leur apprendre les choses dans nos laboratoires de l'Institut Pasteur, ici à Vientiane. Donc notre but, c'est de faire des recherches sur les pathologies infectieuses qui se trouvent au Laos, mais aussi dans la région, et d'essayer d'étudier ces pathologies pour ensuite donner les informations au ministère de la Santé pour que le ministère puisse établir une politique scientifique de santé publique pour le pays. Et donc on a un deuxième rôle, c'est, comme j'ai dit auparavant, c'est vraiment de la formation dans le quotidien de nos jeunes chercheurs là. Et cet institut, pour l'instant, on est environ 40 personnes dans notre institut. On a 4 laboratoires de recherche et sur les parasitologies, sur la virologie, sur les maladies à prévention vaccinale et aussi l'entomologie médicale. Et donc on forme les jeunes là dans chacun de ces secteurs. Donc ce soir on va parler de cette situation que je pense que la plupart de vous
sont en train de subir depuis le début de cet été. Et pour certains de vous, entre vous-même, avant l'été, vous démarrez vraiment pendant la saison sèche. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont attrapé la pathologie cette année. Il y a même certaines personnes dans la salle qui sortent juste de leur virémie. Donc c'est quelque chose de vraiment actuel. Et je pense que c'est pas que je pense, c'est quelque chose qu'il faut prendre très très au sérieux, parce que c'est des pathologies auxquelles on peut faire des choses. On ne peut pas se faire vacciner, mais on peut faire une lutte antivectorielle, on va vous parler de ça aussi, qui peut vous protéger mieux. Je pense qu'il y a aussi qui m'ont entendu. Donc, on va diviser notre conférence ce soir en différentes parties. Je veux que toute mon équipe prenne la parole parce que c'est important que vous voyez les différentes facettes de ces pathologies. Donc, on va commencer avec Marc Grandadon qui a une très grande expérience sur les arboviroses en général et en particulier pour le dengue et le chikungunya, parce qu'avant que Marc vienne au Laos, il était le directeur adjoint du Centre national pour les arboviroses en France, qui était basé à l'Institut Pasteur à Paris. Donc il connaît ces pathologies depuis de nombreuses années et c'est vraiment un des experts du monde de ces pathologies et on a beaucoup de chance d'avoir quelqu'un qui est aussi bien informé sur ces pathologies virales. Et puis, Maëlle Van Laar va aussi parler d'un réseau de surveillance qu'elle a monté avec les hôpitaux de Vientiane, qui est très important parce qu'il faut avoir des renseignements. Les renseignements viennent des hôpitaux et de combien de malades il y en a. Et puis, Kam Singh et moi-même va parler de la partie vectorielle, parce que ces virus ne sont pas transmis par les poussillons ou par le contact entre êtres humains ou par les poulets. Ils sont transmis par certains types de moustiques qui vivent tout autour de nous. Même il y a quelques mois dans cet institut, on a trouvé des vecteurs qui étaient présents. On a travaillé avec Laurent pour éliminer les gîtes larvaires de ces vecteurs, pour que les étudiants qui viennent ici et le staff qui vient ici ne soient pas infectés. Donc je vais arrêter cette introduction et je vais passer la parole à Marc Grandadon. Et je vous remercie vivement d'être venus aussi nombreux ce soir. Et j'espère que ce qu'on va vous raconter peut être utile pour vos propres connaissances et pour vous protéger, vous et vos familles. Merci. Merci, bonsoir. Merci. Donc c'est à moi que revient le privilège de commencer à vous faire peur. Donc je vais commencer par présenter quelques généralités sur les virus pour lesquels on va parler ce soir, de façon très très générale. Si vous avez des questions en cours d'exposé, vous êtes bien évidemment invité à les poser directement, et puis je pense qu'on aura encore du temps à la fin pour répondre à vos questions. On va parler de dengue et de chikungunya. Donc ce sont deux virus qui sont classés dans un grand groupe de virus qu'on appelle les arbovirus. Arbovirus, c'est l'abstraction d'une expression anglo-saxonne qui est arthropod-borne virus, qui signifie virus transmis par des arthropodes. On parle d'arthropodes ici hématophages, donc qui se nourrissent de sang pour pouvoir se multiplier. Pour ceux qui ne sont pas férus d'entomologie, les arthropodes qui nous intéressent ce soir, ce sont les moustiques, les tiques et accessoirement les phlébotomes pour certaines catégories de ces arbovirus. Alors, ces arbovirus actuellement connus pour être transmis par les arthropodes sont regroupés dans 5 familles. Ces 5 familles rassemblent
plus de 700 virus qui sont répertoriés à l'heure actuelle, et parmi lesquels on a trouvé 150 d'entre eux qui ont été responsables d'infections chez l'homme. Alors pas forcément d'infections épidémiques comme la dengue ou le chikungunya, mais d'infections sporadiques qui n'ont pas donné lieu à ni forcément des formes graves, ni ensuite à des transmissions sous forme épidémique chez l'homme. Ce sont essentiellement ce que l'on appelle des anthropozoonoses. Alors ce sont des maladies qui appartiennent au règne animal et qui sont, dans certaines conditions, transmissibles à l'homme. Alors comment est-ce que ces maladies fonctionnent? On connaît plusieurs types de cycles de transmission de ces virus. Essentiellement, ces virus se transmettent entre des vertébrés et certaines espèces de moustiques dans des milieux où l'homme n'est pas forcément présent. C'est ce qu'on appelle classiquement les cycles selvatiques. Selvatiques parce que un grand nombre d'entre eux ont été découverts dans des environnements forestiers avec essentiellement des primates qui vivent dans les forêts au niveau de la canopée et qui sont en contact d'espèces bien particulières de moustiques qui vont assurer la transmission des virus donc, à ces vertébrés. Ces vertébrés vont amplifier le virus et vont être l'objet de repas sanguins de nouveaux moustiques non infectés qui vont venir donc s'infecter au cours d'un repas sanguin chez ces premiers hôtes et vont au cours d'un second repas sanguin infecter ces singes ou ces autres vertébrés qui vivent dans cet environnement et qui n'ont pas été exposés préalablement au virus. Donc ça, ce sont des virus, ce sont des cycles qui sont strictement animaux, dans lesquels l'homme n'intervient pas dans le maintien. L'homme, en revanche, va rentrer en contact, au travers de certaines activités, avec ces cycles, et c'est comme ça que se fait l'émergence dans les zones peuplées par l'homme. Ces activités peuvent être la chasse, le bûcheronnage, l'écotourisme également. Et au cours de ces activités, donc l'homme est infecté exceptionnellement par ces moustiques qui vont venir se nourrir sur les hommes présents temporairement au contact de ces biotopes. Et l'homme infecté va ensuite ramener le virus dans des zones rurales ou dans des zones urbaines, dans lesquelles d'autres moustiques, différents des premiers, vont assurer la transmission directement, cette fois-ci, entre l'homme et les moustiques qui vivent à proximité de l'homme. C'est ce qu'on appelle les cycles ruraux ou urbains de transmission des arboviroses. Alors on retrouve ce type de virus de façon extrêmement étendue. Je n'ai pas présenté une map monde avec les différentes familles de virus, leur répartition géographique pour chacun, mais globalement on retrouve des maladies transmises par des arthropodes dans toute la région intertropicale, mais également dans les pays du Vieux Monde, l'Europe centrale, la Russie, l'Europe de l'Ouest, la Scandinavie. On retrouve également des maladies spécifiques au continent nord-américain, au continent sud-américain, à l'Océanie. Pour ce qui concerne plus spécifiquement la dengue et le chic, on a une répartition pour la dengue qui, elle, avec ses 4 sérotypes, va toucher toute la zone intertropicale. Pour le chic, en tout cas en l'état actuel des choses, les zones d'endémie sont l'Afrique centrale, de l'Ouest, de l'Est et du Sud. On n'en retrouve pas dans le Maghreb ou dans l'Afrique, en Afrique saharienne. C'est vraiment l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Et la deuxième grande zone d'endémie historique, c'est l'Asie du Sud-Est. Mais le virus ne reste pas bloqué à ces deux zones-là.
il y a des zones d'émergence. On en a connu une en particulier pour ce qui concerne la communauté française avec l'émergence du chic depuis le Kenya vers les îles de l'océan Indien. Et à partir de là, les variants qui ont circulé dans cette zone-là ont été introduits en Inde, d'où ils ont diffusé vers toute l'Asie du Sud-Est. Et on retrouve également de nouveaux foyers d'émergence en Océanie. Et là, à nouveau, c'est un territoire français avec la Nouvelle-Calédonie qui a été frappé à 2 reprises. Une première fois en 2011 et une seconde fois au cours de l'année 2013. J'ouvre juste une petite parenthèse pour dire qu'on a une correspondance parfaite entre ces zones de transmission de la dengue et du virus chikungunya avec la présence de 2 espèces qui sont Aedes aegypti et Aedes albopictus et qui sont très largement présentes dans toutes ces zones-là. Et Aedes albopictus, c'est une espèce assez particulière parce qu'elle diffuse très largement dans des zones beaucoup plus tempérées. Tout le bassin méditerranéen est maintenant infesté. Ce vecteur a également été introduit aux États-Unis, diffuse également en Asie et est en train de diffuser en Afrique alors que c'était Aedes aegypti qui prédominait jusqu'à présent. Donc partout où on va retrouver ces 2 espèces-là, potentiellement, on peut retrouver, ou on va pouvoir retrouver les virus dengue et chikungunya à l'occasion d'une introduction du virus dans ces zones. Alors sur le plan clinique, de façon vraiment très très résumée, on a affaire à 2 virus qui vont donner des tableaux cliniques qui sont assez proches, avec quelques spécificités qui vont pouvoir distinguer cliniquement les 2 maladies, mais globalement on a affaire à des syndromes que l'on appelle pseudo-grippaux, qui se traduisent par une fièvre d'apparition généralement brutale et assez intense, avec des températures relevées qui sont au-delà de 38,5. Cette fièvre est très souvent associée à un cortège de symptômes qui peuvent être très diversifiés et pas forcément en combinaison bien déterminée. On peut avoir une association de la fièvre avec des douleurs musculaires et ou articulaires, parfois des maux de tête, une fatigue, des syndromes digestifs, des douleurs rétro-orbitaires, des syndromes en fin de compte assez peu spécifiques sur le plan clinique. Des caractéristiques quand même qui vont différencier en termes épidémiologiques les deux virus, c'est la proportion de formes asymptomatiques. Pour ce qui concerne la dengue, les études rapportent des niveaux assez élevés de formes asymptomatiques, c'est-à-dire les gens sont effectivement infectés par le virus mais ne présentent strictement aucun symptôme. Ces formes-là peuvent survenir à hauteur de 50 à 80% pour ce qui concerne la dengue. Pour le chikungunya, la proportion est nettement plus faible, de 3 à 17% en fonction des groupes de population qui ont été étudiés, et ce qui montre que autant la dengue peut passer relativement inaperçue dans certaines conditions, autant le chikungunya, c'est une maladie qu'on va pouvoir cliniquement repérer assez facilement. Alors ces 2 maladies ne sont pas anodines, bien qu'on les classe sous le terme générique de syndrome pseudo-grippaux. Il existe des formes sévères, des arthralgies qui peuvent être invalidantes, en particulier dans la phase aiguë, et associées dans une proportion très importante de cas à des récurrences cliniques de ces arthralgies invalidantes. Ça, c'est une caractéristique de l'infection à virus chikungunya. Des atteintes cutanées extensives qui peuvent justifier dans certains cas des hospitalisations dans des services de type de grand brûlé. C'est encore une spécificité du virus chikungunya, et ça, ce sont des formes cliniques qui ont été observées assez fréquemment au cours de l'épidémie réunionnaise de 2005-2006. On retrouve pour les 2 virus des formes neuro-invasives sous forme d'encéphalite et des syndromes hémorragiques pour la dengue,
principalement. Pour le chic, c'est un petit peu plus discret comme expression clinique. Et dans le cas de la dengue, ces formes hémorragiques peuvent exister et d'autres formes graves sous forme de syndrome de choc peuvent également apparaître. Alors ce sont des formes qui sont épidémiologiquement parlant assez rares, puisque ces complications-là surviennent dans environ 1% des cas, avec des décès à hauteur de 0,1%. Mais néanmoins, elles existent, il faut les prendre en compte. Elles font l'objet d'une inquiétude particulière et on l'a vécu cette année encore une fois au Laos. Alors vous voyez sur cette représentation, qui est un article qui a été publié en 2008 et qui concernait le virus chikungunya, que l'expression symptomatologique peut être extrêmement diversifiée, avec des syndromes prépondérants, comme pour le cas du chikungunya, je l'ai dit tout à l'heure, une prédominance des arthralgies au niveau des petites ceintures, et non pas des grosses ceintures articulaires comme le bassin, les céphalées, les douleurs musculaires, les douleurs abdominales qui peuvent être présentes, et on voit que les fréquences sont extrêmement variables. Donc on peut avoir des tableaux cliniques extrêmement diversifiés. Quand on compare sur le plan clinique la dengue et le virus chikungunya, le clinicien est souvent très embêté pour faire un diagnostic de certitude. C'est en fait pas possible, puisque il n'y a pas vraiment de spécificité clinique. Alors néanmoins, on a quelques critères d'orientation clinique. La fièvre, dans le cas du virus chikungunya, certains patients arrivent à déterminer, à rappeler à l'heure exacte le début de leur fièvre. L'expression des arthralgies, on l'a vu dans le cas du chikungunya, elle est très fréquemment localisée aux petites ceintures. Dans la dengue, les arthralgies existent, elles sont beaucoup plus diffuses et moins fréquentes. Le rash cutané, donc les manifestations dermatologiques, va être plus fréquent dans le cas de l'infection à virus chikungunya, présent également pour la dengue, mais encore une fois une fréquence un peu plus basse. Ensuite, pour compléter l'orientation diagnostique, il est nécessaire de mettre en œuvre des tests de laboratoire. Alors les analyses sanguines peuvent là aussi donner quelques éléments d'orientation, avec une diminution du taux des globules blancs qui est un peu plus prononcée dans le cas du virus chikungunya par rapport à la dengue. Mais l'ensemble de ces éléments-là restent des facteurs d'orientation et ne constituent pas un diagnostic de certitude. Alors la certitude, elle vient des tests de laboratoire, des tests de virologie. C'est ce que l'on fait à l'Institut Pasteur du Laos. C'est fait également dans d'autres laboratoires au Laos, comme celui du NCLE, le laboratoire central et d'épidémiologie. Et donc ce que l'on essaye de faire avec ces données de laboratoire, c'est d'une part bien sûr de renforcer la capacité diagnostique de ces maladies-là, mais c'est aussi d'avoir des données complémentaires, comme les sérotypes, et puis l'évolution des épidémies. Et ça, c'est ce que fait Malé Van Lao dans le laboratoire, et c'est elle qui va vous parler de ces données. Merci Marc. Bonsoir à tous. Je vais vous parler sur notre travail. On a commencé de travailler sur le projet dengue. C'était la fin du mars de 2012. Et on a travaillé avec presque tous les hôpitaux dans la Vientiane capitale. Par exemple, l'hôpital de l'Amitié, donc l'hôpital Setatila, l'hôpital enfant, et l'hôpital policier et l'hôpital de militaire, sauf l'hôpital Mahosot, parce qu'il y a d'autres équipes qui travaillent de la dengue. Et aussi le centre médical de l'ambassade de la France. Et on a allé chercher des échantillons tous les semaines, 2 fois par jour. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de résultats très
large pour vous présenter. Et l'année 2012, on n'a trouvé pas beaucoup de cas si on compare avec cette année, mais on peut dire que tout au long de l'année, même si c'est le mois sèche, il y en a aussi le cas de la dengue. C'est pour ça, si on fait le travail de vecteur contrôle, il faut faire régulièrement. Et comme cette diapositive, on peut dire que aussi au Laos, on a trouvé tous des sérotypes de la dengue, sérotype 1 jusqu'à sérotype 4, mais prédominant, on peut dire que c'est sérotype 3. Jusqu'à présent, on a presque 3000 échantillons, mais on a trouvé seulement 2 cas de sérotype 4 et à peu près 80% ce sont des sérotypes 3 et sérotype 1 et sérotype 2, c'est presque la même proportion. Oui. Cette courbe, on peut, parce que chaque semaine, si on doit faire le rapport pour envoyer à ministre de la Santé et aussi dans le NCOI, SINP, et il y a beaucoup d'autres services qui peuvent servir de ces résultats. Et ce travail, c'est très important et comme je suis laotienne, je suis très content aussi parce que avant on ne jamais voit le courbe de la dengue comme ça parce que avant on a seulement diagnostic par les cliniques, mais il y a quelques cas c'est confirmé par le laboratoire. Mais cette année, c'est un grand travail à l'Institut Pasteur et notre équipe et aussi l'hôpital son réseau. Et on peut voir cette courbe et on peut dire que même si la première semaine de l'année 2013 et jusqu'à... Et ça, c'est le fond de l'idée, c'est-à-dire on peut voir au début de première semaine de janvier, on peut voir que c'est le cas, le cas confirmé positif, c'est presque, il y a tout au début de l'année. Mais le pic, on peut voir que c'est le pic à peu près le mois août, juillet et août. Mais même si le mois septembre, on peut voir qu'il y a quelques cas qui diminuent, mais pas encore fini, parce qu'on ne peut pas dire que ça c'est fini, parce qu'il y a quelques fois qui augmentent encore. Je vais passer la parole à Dr. Khamsing. Donc avant de passer à la partie entomologie, donc on va parler du cycle. Je voudrais juste vous montrer la courbe jaune là, qui correspond à la courbe du nombre de cas cliniques, les présentations cliniques. Donc toutes les semaines, on enregistre ce nombre de cas de personnes qui présentent un syndrome dengue-like, ou un syndrome pseudo-grippal, et on voit que la proportion du nombre de cas confirmés était déjà très élevée, puisque les courbes bleues qui présentent les positifs sont très proches de la courbe jaune dès le début de l'année, et cette tendance est restée marquée, comme l'a dit Malévan, jusqu'à la fin du mois d'août. On voit quand même qu'il y a un décrochement ici, donc ce qui veut dire qu'il y a d'autres agents étiologiques qui sont responsables de ces syndromes dengue-like, donc c'est pas de la dengue, puisqu'ici on a les éléments de confirmation. Donc ces résultats vont bien au-delà de la surveillance de la dengue, puisqu'ils mettent en évidence
éventuellement d'autres phénomènes épidémiques cachés qui sont liés à d'autres agents étiologiques et qui ne sont pas de la dengue. Donc maintenant, effectivement, on a la possibilité au Laos d'avoir une meilleure précision dans la surveillance des maladies et de rapporter de façon beaucoup plus précise la proportion réelle de cas de dengue par rapport aux années précédentes pour lesquelles la surveillance était uniquement basée sur l'enregistrement des formes cliniques. Alors ces courbes-là peuvent être perturbées notamment dans certaines provinces du Laos par un autre virus qui est le virus chikungunya qui a émergé au Laos courant de l'année 2012 avec une enquête du NCLE qui a été effectuée au mois de juillet 2012 en réponse à une déclaration anormale de syndrome pseudo-grippaux non dingue dans 2 districts de la province de Champasak, donc au sud du Laos. Donc le NCLE a pu apporter par détection du génome viral les premières confirmations au cours du mois de juillet, au cours de cette enquête. Et rétrospectivement, on pense que des cas circulaient déjà au courant du mois de mai de cette même année 2012. Alors ces travaux ont été publiés et donc le bilan de cet événement, c'est que cette enquête a permis de repérer 197 cas suspects, donc là encore uniquement sur des critères cliniques, de confirmer par des méthodes de diagnostic direct, donc la mise en évidence du virus dans 16 de ces cas. Et nous avons collaboré avec le NCLE pour essayer de déterminer l'origine des souches du virus chikungunya, et donc des travaux qui ont été faits ici au Laos et également en collaboration avec une plateforme de séquençage à l'Institut Pasteur à Paris, a permis de montrer que ces virus venaient du Cambodge, et ce qui collait parfaitement aux données épidémiologiques du NCLE, qui avait noté que ces populations qui vivaient dans les 2 districts frontaliers avec le Cambodge passaient très fréquemment la frontière pour différents types d'activités. Et c'est donc probablement des gens qui sont allés se contaminer au Cambodge, qui sont revenus avec le virus et qui l'ont introduit dans des cycles de transmission oraux, comme on l'a vu tout à l'heure sur les schémas, avec des Aedes aegypti et des Aedes albopictus qui vivent très proches de ces populations-là. Alors, d'autres travaux que l'on a menés avec CamSync, qui a fait des enquêtes entomologiques dans ces 2 districts, nous ont permis d'isoler le virus chikungunya à partir d'Aedes aegypti, ce qui renforce l'hypothèse du rôle de vecteur de cette espèce au cours de cette épidémie. Mais ce que l'on a également pu mettre en évidence, c'est la présence de virus dengue, et notamment du sérotype 3, dans ces mêmes moustiques, avec notamment pour un moustique un portage des 2 virus en même temps. Donc une possibilité de co-infection chez l'homme. Alors, officiellement, le ministère de la Santé a déclaré la fin de l'épidémie au mois de septembre 2012, l'épidémie de chikungunya, donc dans ces deux districts. Et nous avons, avec l'Institut de la francophonie pour la médecine tropicale, effectué une étude de séroprévalence. Et donc on a une étudiante de l'IFMT est partie dans les 2 districts au courant du mois de mars-avril pour collecter des échantillons. Et au cours de cette enquête, l'étudiante a observé des syndromes pseudo-grippaux qui étaient potentiellement du chikungunya, et on a pu effectivement mettre en évidence le virus dans 19% des cas qui présentaient des symptômes, et dans 20% des cas, on avait des porteurs de virus de la dengue. Une autre enquête que l'on a fait en cours d'année avec le NCLE, encore une fois, en reprenant des échantillons de cas suspects de dengue mais qui étaient non confirmés, nous ont permis de montrer que dans la province de Champasak, on avait 20% de porteurs de virus chikungunya chez des gens qui étaient cliniquement diagnostiqués comme étant des infections par virus de la dengue. Alors la situation actuelle, pour ce que l'on sait avec la surveillance que l'on a mis en place, qui n'est pas exhaustive, c'est que à partir de ces 2 foyers
du sud du Laos. On a eu une transmission continue, y compris en saison sèche, du virus chikungunya, donc avec la présence toujours dans les mêmes districts de nouveaux foyers distants des zones d'introduction, et que progressivement, au cours de l'année, le virus remonte vers le nord. Il a atteint Paksé au mois de juin. Il se rapproche de la frontière avec la province de Saravan, où on l'a détecté au mois de juin, et on a trouvé un cas dans la province de Sékong. Donc l'histoire, la progression du virus Chik n'est pas terminée au Laos. On peut s'attendre à une endémisation du virus, et c'est ce que nous montrent aussi les résultats de séquence. Alors ce qui est important à retenir pour ces deux pathologies-là, c'est que le facteur humain est très important. Bien sûr, on l'a vu sur la première carte, sur la première map monde, que les vecteurs sont présents et très largement distribués dans les zones intertropicales, mais aussi dans les zones tempérées. Mais en fait, la majorité des émergences qui ont été répertoriées les dernières années, ça c'est uniquement pour le virus chikungunya, et bien dans tous ces cas-là, on a des transferts du virus d'une zone géographique à une autre par des voyageurs contaminés. En France métropolitaine, on a eu en 2010 une émergence à la fois de dengue et de Chik, avec deux origines géographiques différentes. Le Chik est venu d'Inde par une jeune fille qui était allée faire avec ses parents un voyage en Inde, et dans la même région, donc dans le sud-est de la France, a émergé à la même époque, en septembre 2010, de la dengue qui a été importée des Caraïbes par un voyageur qui revenait de vacances de Guadeloupe. Donc cette fois-ci, c'est la bonne. Je passe la parole donc à Paul Bray et à Kamsing pour vous parler des vecteurs. Merci Marc. Donc on vient d'entendre parler de tout cet aspect virologique de ces pathologies, et maintenant on va vous informer sur la partie vectorielle, les moustiques, les moustiques coupables. Ces virus dengue et chikungunya sont transmis par ces deux moustiques-là, Aedes aegypti et Aedes albopictus. Et ces deux moustiques sont extrêmement présents dans tout le Laos, et à Vientiane, les densités des populations de ces deux moustiques sont extrêmement fortes. Ces deux moustiques ont la caractéristique de piquer pas la nuit pendant que vous dormez sur votre moustiquaire ou dans votre chambre bien climatisée. Ces moustiques adorent piquer tôt le matin, au lever du soleil jusqu'à 7-8 heures du matin lorsque les gens prennent leur petit déjeuner, et bien aussi en fin d'après-midi, en début de soirée, lorsque les gens aiment bien aller voir leurs amis, prendre une bière, être dehors pour discuter avec les amis, qui est une partie sociologique très importante pour nous, mais aussi pour les familles laotiennes où cette vie externe de leur maison est très important. Ces deux moustiques peuvent piquer à l'intérieur de la maison comme à l'extérieur de la maison. Ça, on sait très bien. Mais ils ont cette particularité de piquer à ces moments très précis pendant la journée. Et donc, c'est à ces moments-là où il faut se protéger contre ces piqûres de moustiques. Et on va parler un petit peu plus en détail après. Ces moustiques sont finalement assez jolis. Je pense que Kamsing a même amené des adultes et des larves pour vous montrer. Ils ont cette particularité d'être un peu argentés, et les deux moustiques, ils ont les pattes qui sont un peu zébrées, d'où vient il y a aussi, on appelle Aedes albopictus le tiger mosquito, le moustique tigre, parce que à cause de ces bandes sur l'extérieur
Voilà, donc Khamsing est en train de passer les larves et les adultes de ces moustiques. Je vous prie de ne pas ouvrir les... On a quelqu'un dans le salle qui est peut-être encore virémique, donc on ne va pas être responsable d'une mini-épidémie à l'Institut français. Ces moustiques aussi ont la particularité d'être très voraces. Ils vous attaquent. Parfois, vous le sentez assez peu parce que lorsque c'est que des femelles qui vont vous piquer, parce que les moustiques femelles utilisent votre sang pour produire leurs œufs. Donc c'est pour leur cycle reproductif qu'elles ont besoin d'un repas de sang. Les mâles, les moustiques mâles, ne prennent jamais de repas de sang. C'est uniquement des repas de nectar ou d'eau sucrée. Le prochain diapo, Marc. Est-ce qu'on peut aller en arrière pour montrer le début de l'épidémie que Malevan a montré? Donc, ces résultats, peut-être ça semble extrêmement banal, parce que Malevan et Marc ont dit qu'il y avait une transmission pendant cette période-là. Cette transmission, pour la plupart des gens, est restée disons, il y avait une faible transmission à cette époque-là. Mais cette époque-là, c'est l'époque de la saison sèche. Et donc, lorsque nous avons vu qu'il y avait une transmission pendant la saison sèche, ça c'est quelque chose de rare. C'est rare qu'on voit les cas comme ça pendant les saisons sèches. Et lorsqu'on a fait part de ces résultats, beaucoup de gens étaient dubitatifs, disant que bon, c'est ici, le dengue, c'est pendant la saison des pluies. Et ça, c'est bien sûr, ça c'est la période où on a des épidémies. Mais pendant cette période-là, ça veut dire que ces deux moustiques qu'on vient de voir à l'écran étaient très actifs. Ça veut dire qu'il y avait des populations très actives pendant cette période-là. Mais la saison sèche, il y a très peu d'eau vientiane. Je pense que le nombre de journées de pluie pendant le mois de novembre et décembre, c'est moins d'une journée de pluie pendant ces périodes-là. Donc la question qu'on s'est posée, c'est où sont ces moustiques? Quel est le lieu où ces moustiques sont en train de se reproduire? Donc, avec les résultats virologiques de Marc et de Malevan Lau et les hôpitaux, on savait dans quel quartier étaient les cas de dengue. Et Khamsing est allé avec notre équipe pour faire les prélèvements, pour voir s'il pouvait trouver ces deux vecteurs-là. Et il s'avère que les vecteurs des Aedes albopictus et Aedes aegypti étaient souvent dans les vates. Et dans ces vates étaient souvent sur des formes de construction ou d'aménagement. Donc pour faire du ciment, il faut de l'eau, il faut stocker de l'eau. Et Khamsing a révélé que ces moustiques étaient en train de se reproduire dans les grandes barils, comme on appelle ça, c'est les barils qui étaient remplis d'eau et qui faisaient des gîtes idéales pour ces deux espèces de moustiques. Donc, ceux qui sont à Vientiane depuis quelques années, ils savent que Vientiane est dans une période de construction intense. Ceux qui sont partis quelques années et qui sont revenus, tout le monde dit mais c'est pas possible comme le ville a grandi, comme ça s'est construit. Donc ces maladies sont également liées au développement. Et donc ça veut dire que les aspects du développement sont extrêmement importants pour les Laotiens et pour un pays comme le Laos et pour la région du Sud-Mékong. Mais aussi, il faut que les pouvoirs publics et les citoyens prennent conscience que lorsque on peut créer les gîtes
qui favorisent la transmission de ces maladies. Merci Marc. On peut retourner au... Voilà. Donc, ça c'est, comme j'ai expliqué, c'est le facteur lié à l'homme est très important. Ces deux moustiques, vous ne les trouverez jamais dans les marécages, dans les rizières, dans les flaques d'eau sale. Non. Ces moustiques se sont adaptés à l'existence humaine, mais aussi dans les jardins. Où on a l'eau de pluie ou l'eau qui est gardée en récipient pour la construction, comme je viens de dire, ou bien pour le boisson, parce que tout le monde n'a pas l'eau du robinet. Peut-être dans Vientiane, oui, mais dès qu'on quitte Vientiane et on va dans les provinces, on stocke l'eau dans les jarres pendant les périodes très prolongées, et c'est ces types de jarres qui sont des lieux idéaux pour la reproduction. Les femelles vont pondre leurs œufs sur les rebords de ces récipients, et lorsque ces récipients remplissent d'eau, soit par l'eau de pluie, soit par le remplissage de l'être humain, de l'eau propre, ces œufs vont éclore et larguer les larves que je pense qui sont en train de circuler actuellement dans la salle, qui vit à l'intérieur de ces jarres, qui se transforment en forme nymphale ou des pupes, et ensuite les adultes vont sortir et se copuler pour ensuite que d'autres femelles vont prendre leurs œufs dans les récipients dans les alentours. Ces récipients peuvent être n'importe quel type de récipient qui peut contenir même les faibles quantités d'eau. Vous voyez cette jouée dans un jardin, s'il y a de l'eau là-dedans, on peut trouver les larves. Les pots de fleurs dans vos jardins, attention, souvent dans ces zones, dans ces petites assiettes en bas des pots de fleurs, il y a des Aedes aegypti. Dans les zones où on est en train de nettoyer, où on stocke les bouteilles, on trouve très très souvent dans ces types de gîtes aussi. Et puis, un grand gîte qui est incriminé dans le monde entier, et Marc vous a parlé de cette distribution de ces vecteurs à travers le monde. Ben voilà, ça c'est le cause de cette distribution à travers le monde, parce que l'homme produit les pneus, et ces pneus, ils ont beaucoup d'utilisation. Ils ne sont pas utilisés uniquement pour mettre sur les voitures, ils sont réutilisés pour faire des chaussées. Donc il y a des trafics légaux de pneus dans le monde entier. Et Marc a montré le diapositive où on voit les États-Unis d'Amérique, où on voit que le Aedes albopictus a monté la rivière Mississippi jusque dans les zones septentrionales, et Aedes albopictus maintenant est dans beaucoup de ces zones tempérées à travers le monde, parce qu'il peut s'adapter. Aedes aegypti en revanche reste beaucoup plus dans les zones plus chaudes. Donc je vais passer la parole à Kamsing, parce que Kamsing a fait un travail invraisemblable cet été. Il a parcouru toute la ville de Vientiane pour faire les relevés des types de gîtes où se reproduit Aedes aegypti et Aedes albopictus. Il est même venu ici au lycée au lycée des enfants Simone, où on a trouvé des gîtes. Il a trouvé des gîtes extrêmement importants. Donc l'élimination de ces gîtes protège les gens qui sont alentours. Et pourquoi? Parce que ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que ces espèces-là sont assez paresseux. Ils ne vont pas faire des grandes distances pour trouver leur repas de sang. Ils aiment bien trouver leur repas de sang
autour de vos chevilles le soir, au coucher du soleil, et ils volent à des distances qui sont moins de 100-200 mètres. Donc, Khamsing est allé dans tous ces endroits. On est allé dans l'ambassade de France, on était demandé par plusieurs ambassades, Allemagne, Koweït, et il n'y a pas un seul endroit où Khamsing n'a pas trouvé des larves. Donc, on a fait des rapports au ministère de la Santé. On a travaillé avec une autre centre de recherche qui s'appelle CIMPE, c'est le centre de malariologie et parasitologie et entomologie, pour monter les programmes de lutte antivectorielle. Mais le problème, c'est que ces problèmes de lutte antivectorielle, c'est impossible que le ministère, que les pouvoirs publics peuvent faire ce type de lutte. C'est quelque chose qui est trop important. Donc ça veut dire qu'il faut éduquer la population qui doit prendre en main leur propre lutte antivectorielle chez eux. Si tout le monde faisait comme ça, on pouvait réduire d'une façon dramatique cette épidémie. Mais c'est la même chose qu'on est à Singapour, à Vientiane, où on va dans le Caraïbe. L'être humain est un être qui est paresseux, qui dit « Ah, ça c'est chez le voisin, ça va pas arriver chez moi, donc qu'il le fasse chez lui, ça c'est son truc. » Ou c'est le ministère de la Santé qui va s'en occuper, laissons-les faire, le gouvernement est mobilisé. Et on a eu une sorte de immobilisation de la population qui n'a pas pris l'épidémie très au sérieux. Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'on doit changer dans la mentalité. À la fin de cette épidémie, on doit revoir qu'est-ce qu'on peut faire pour que la prochaine épidémie, parce qu'il y aura des prochaines épidémies de ces virus de dengue et chikungunya, qu'est-ce qu'on peut faire pour éduquer la population? Et il y a un pays dans la région qui a eu beaucoup de succès, c'est le Vietnam. Et le Vietnam, leur système politique avec les comités populaires qui sont dans les villages, à tous les villages il y a le comité populaire, et le parti a vraiment pris d'une façon très au sérieux la lutte antivectorielle, et donc ils ont introduit les cours de lutte antivectorielle chez les jeunes enfants à l'école. Donc cette élimination des moustiques devient maintenant une partie du curriculum des jeunes enfants vietnamiens, et c'est comme ça qu'on va éduquer la population au fur et à mesure qui c'est eux qui doivent prendre en charge. Et puis avec le parti communiste vietnamien qui serre le vice derrière, ils ont eu des résultats qui étaient très positifs. Donc je vais passer la parole à Khamsing qui va vous promener dans Vientiane, même dans les locaux de cet institut où on a trouvé les gîtes importants. Mais je pense que monsieur le directeur a fait les nettoyages nécessaires par la suite. Donc Khamsing, merci. Merci, Dr. Pon. Mesdames, Messieurs, je ne parle pas très bien français et je vais essayer de vous parler à comprendre. Je vais d'abord présenter sur le cycle de développement de moustiques. Avant de les tuer, on doit comprendre un peu le cycle de développement de moustiques. Est-ce que vous pouvez avec les moustiques et l'arbre? Ça c'est d'une moustique. Dr. Pon a déjà dit que quand les moustiques a pris le pas de Chongqing, il va rester environ 2 jours et pour que les jeunes peuvent se développer, et après il va pondre les jeunes pour les aider
les vecteurs de chikungunya et dengue in N, parce que c'est des femelles. Elle va prendre leur cheveux en haut de le niveau de l'eau. Et après, quand l'eau est remplie par être humain ou l'eau de pluie, les cheveux vont se développer et changer à l'arbre. Et les larves vont prendre environ 5-6 jours pour développer à 4-5 jours pour développer à pupa, et après 2 ou 3 jours va être les adultes comme ça, et mixer à adultes. Donc les moustiques utilisés de deux environnements, c'est l'eau et comment dire ça, donc terrestre. Et donc pour tuer les moustiques, c'est très facile, seulement pas de l'eau, pas de moustiques, pas de dengue. Voilà, ça c'est les vecteurs. Les hommes, autres amplificateurs, ça peut être humains ou animaux, ou les animaux ou humains. Et les vecteurs peuvent transmettre les virus d'un homme à autre personne. Donc il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement spécifique, on n'a pas d'antiviral pour la dengue et chikungunya. Donc comme c'est dit, pour éviter de la dengue seulement, pas de moustiques, tuer tous les moustiques. Donc on va être voilà, je vais parler le shit avec ici à Vientiane. Comme le docteur Paul a dit que dans saison 7, c'est déjà cherché où est le shit de Aedes aegypti et Albopictus ici à Vientiane. C'est un peu c'est pas au centre, c'est pas beaucoup au centre, c'est périurbain. Parce que les sons là, utiliser comment on fait dans le toilette, on a fait une petite réservoir ciment, oui, pour nettoyer les toilettes et quelque chose comme ça, et aussi dans les vagues ou les bons, utiliser quelque chose comme ça. Et il n'y a pas de petites poissons. Oui, poissons. Donc ici c'est à l'école au fait. On a trouvé aussi les larves ici aussi. Et aussi les conteneurs ici c'est aux cliniques. J'ai des enfants là-dedans. Oui, clinique française là. On a trouvé beaucoup de moustiques larves ici. Vous voyez, c'est pas très difficile à enlever pour bottom up. Mais les gens ne regardent pas comme vous regardez les larves, c'est pas très dangereux, mais quand vous souffrez à partir de la dengue, c'est dangereux. Donc il faut penser à prévention. Et aussi, les choses comme ça, ici, c'est la dernière de notre salle de conférence. On a trouvé beaucoup de Aedes aegypti. Ça. Et ça, c'est Sébastien, c'est expert aussi de entomologie qui vient avec nous. Et là, autre méthode de contrôle pour tuer les adultes. Mais il faut comprendre que les Aedes aegypti, ils aiment bien rester dans la maison. Si on fait comme ça autour de la maison, comment on va tuer les moustiques dans la maison?
une conclusion. Je vais passer la parole à Marc. Ok. Oui, merci Kam Singh. Ce que je voulais simplement... pour l'utilisation des insecticides, comme dit Kam Singh, ça peut avoir un certain résultat pour les adultes qui sont dehors, mais ça ne tue que des adultes. Donc tout ce qui est larvaire reste dans l'eau et n'est pas affecté par les nuages que vous venez de voir de traitement. Et puis aussi, il y a des phénomènes de résistance aux insecticides qui sont en train de se développer dans cette région du monde. Et Sébastien, que vous avez vu sur le diapo auparavant, il est en train de faire des études de résistance aux insecticides de ces vecteurs pour qu'on puisse donner ces résultats au gouvernement, mais aussi aux bailleurs. La Banque asiatique de développement a déboursé 300 000 $ pour l'achat du Temefos. C'est une forme d'insecticide et on ne sait pas véritablement si cet insecticide, qui est un larvicide qu'on met dans l'eau, est efficace ou pas efficace, parce qu'on n'a pas encore les données scientifiques pour savoir est-ce que c'est efficace ou pas. Donc pour un pays comme le Laos, où l'argent compte beaucoup pour le budget national, de savoir si ça a un vrai impact, si ça va marcher, et quelque chose économiquement aussi de très très important pour le pays. Donc comme dit Kam Singh, c'est la chose la plus facile, c'est d'éliminer ces gîtes larvaires, mais c'est un peu de travail, et il faut aller autour de chez vous, il faut bien regarder. Je ne sais pas si certains de vous avez les fontaines d'eau, les grands bidons d'eau à l'intérieur de vos cuisines ou sur vos terrasses. Souvent dans le petit tiroir qu'on ne regarde jamais, c'est souvent bourré d'Aedes. On l'a trouvé à plusieurs reprises. C'était les lieux de prédilection, de cachette de ces moustiques à l'intérieur des maisons. Donc voilà, c'était un petit complément d'information. Donc je vais repasser la parole à Marc. Merci. Donc on va conclure cet exposé. Ensuite, vous aurez évidemment la possibilité de poser des questions, mais essayer de donner quelques recommandations pour la gestion de ces deux maladies virales dont Kam Singh a bien dit qu'on pouvait effectivement, malgré leur gravité, quand même faire des choses simples pour s'en prémunir. Il ne faut pas donc considérer ces maladies comme anodines, et dans la situation ici du Laos, la consultation en cas de fièvre d'apparition brutale avec une température élevée doit être considérée comme quelque chose d'important, de sérieux, que cette fièvre soit isolée, qu'elle soit accompagnée du cortège de symptômes que l'on a évoqué tout à l'heure. Donc ce n'est pas des maladies anodines. Lorsque l'on va consulter le clinicien, il est important de signaler ces déplacements en zone d'endémie. Là, je parle pour ceux qui vont retourner en France, qui peuvent déclarer un syndrome fébrile, puisqu'on a vu que les exportations de ces virus à partir des zones d'endémie se faisaient par les voyageurs. Et bien, en cas de syndrome fébrile au retour dans une zone non endémique, qui est ou pas des vecteurs, eh bien, il est important de signaler ça au clinicien, ce qui va l'orienter sur le plan du diagnostic et éventuellement pouvoir rechercher un laboratoire qui sera capable de faire un diagnostic de confirmation. Lorsque l'on a déclaré ces symptômes, la vigilance est de mise, puisque, en particulier pour la dengue, tout signe d'aggravation doit faire l'objet d'une consultation en urgence en secteur hospitalier pour éventuellement une hospitalisation, une prise en charge en soins intensifs. Le délai entre l'apparition des signes d'alerte et l'hospitalisation, la prise en charge est très important. C'est un facteur qui est déterminant pour la dengue, dans l'issue de la maladie. C'est ce qui va permettre à quelqu'un de faire une forme sévère, mais d'en réchapper.
d'une personne qui va retarder son hospitalisation et se retrouver hospitalisé, mais dans un état désespéré. Pour ce qui concerne la lutte antivectorielle, on en a vu différents aspects. Ce qu'il est important de retenir dans la situation qui se vérifie ici à plusieurs reprises, qui s'est vue en 2012, qui s'est revue en 2013 et qui, à mon avis, se reproduira en 2014, c'est cette transmission tout au long de l'année, y compris lorsque on pense que le vecteur est peu actif. En fait, en saison sèche, eh bien, on a une circulation avérée qui est soutenue par une population, comme l'a dit Paul, de vecteurs qui est quand même assez importante. Donc la lutte antivectorielle, elle est permanente. Il ne suffit pas de faire une fois le nettoyage de ses gouttières, de son jardin. Ce sont des choses qu'il faut répéter tout au long de l'année. L'utilisation des moustiquaires, elle est recommandée dans différentes conditions, essentiellement lorsque l'on a un malade à domicile, parce que le malade est porteur du virus. Si votre maison est infestée de moustiques, ces moustiques peuvent s'infecter sur ce malade, et ensuite ces moustiques vont pouvoir transmettre à d'autres personnes le virus. Alors, la moustiquaire, elle doit être utilisée aussi pendant les périodes de repos pendant la journée, mais peut-être aussi maintenant de plus en plus la nuit, alors que, comme le disait Paul, ce sont essentiellement des moustiques qui sont actifs au lever et au coucher du soleil, mais on peut noter dans certains cas des changements de comportement, des adaptations de ces moustiques qui vivent vraiment à proximité de l'homme, et leur activité peut se prolonger pendant les périodes nocturnes, et donc il n'est pas inutile non plus d'utiliser une moustiquaire pour se protéger contre ces espèces particulières. Et puis la prévention des piqûres de moustiques, elle se fait également au quotidien par différents moyens. Le port de vêtements longs et couvrants, alors c'est effectivement contraignant dans les zones où il fait chaud, mais c'est une mesure de répulsion efficace. Mais également l'utilisation de répulsifs. Alors, je vous donne à titre indicatif accès à un document qui est disponible sur Internet, qui est le bulletin épidémiologique hebdomadaire, et notamment le numéro spécial qui est consacré aux recommandations pour les voyageurs, et dans lequel vous trouvez un certain nombre d'informations épidémiologiques et de recommandations concernant la protection contre les maladies à transmission vectorielle, les arboviroses, mais aussi le paludisme, d'autres pathologies qui peuvent être transmises par les arthropodes. Et vous avez notamment tout un chapitre qui est consacré aux répulsifs, parce que les répulsifs ne sont pas des produits anodins. Il y a des contre-indications, vous le verrez plus en détail si vous allez consulter ce document, pour des classes d'âge, ou certains groupes comme les femmes enceintes. Donc l'utilisation de ces produits-là n'est pas anodine. On les utilise dans des périodes estivales, donc on utilise aussi des protections solaires, et il faut savoir utiliser au mieux associer au mieux ces deux types de protections pour qu'elles restent l'une et l'autre efficaces. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a différents types de produits qui sont disponibles, qui sont proposés à différents degrés dans les produits qui sont commercialisés. Tous les produits commercialisés ne sont pas forcément efficaces. Il faut vérifier le type de produit et le dosage qui est utilisé. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Vous allez trouver ici au Laos différents types de produits dans les supermarchés, avec des dosages qui peuvent être extrêmement élevés. Le DELT, par exemple, à 90%. Ne l'utilisez pas sur la peau, c'est un produit qui est utilisé pour l'imprégnation des vêtements. Donc ne vous dites pas forcément plus il y en a, mieux c'est. Bah non, bien au contraire. Donc à retenir, c'est que ces produits sont efficaces, mais leur utilisation n'est pas anodine, elle doit faire l'objet d'une certaine vigilance avec les enfants, avec certains groupes de population. Donc tout ça, vous pouvez le trouver dans ce document qui est libre d'accès en ligne, et dont les références seront également disponibles sur le site de l'Institut Pasteur, le site web de l'Institut Pasteur du Laos, qui va être ouvert d'ici la fin du mois. Voilà, à titre personnel, je vous remercie de votre attention et je vous invite, si vous en avez, à poser vos questions. Merci.
Oui, bonsoir. J'ai eu la dengue il y a une quinzaine de jours. Est-ce qu'à cette occasion, j'ai développé mes défenses immunitaires pour une prochaine éventuellement infection? Est-ce que mon niveau d'immunisation s'est élevé? Alors, oui et non. Parce qu'il quand on parle du virus dengue, en fait, c'est un raccourci un peu dangereux parce qu'il existe 4 sérotypes différents du virus. Malévan en a parlé tout à l'heure. Et on a ces 4 sérotypes au Laos. Quand vous avez fait une infection par un sérotype, vous êtes immunisé contre ce sérotype. Mais il n'y a pas de protection croisée contre les 3 autres sérotypes. Donc vous avez toutes les chances de faire, toutes les malchances de faire jusqu'à 4 fois la dengue dans votre vie. Mais pas contre le sérotype contre lequel vous avez été exposé. Je voulais simplement savoir pendant combien de temps la personne infectée est porteur du virus. Voilà. Oui. Donc il y a en fait 2 phases. Lorsque vous êtes piqué par le moustique, vous n'allez pas tout de suite développer vos symptômes. Il va y avoir ce qu'on appelle une phase d'incubation qui, entre la dengue et le chikungunya, varie, disons, d'une semaine à 12 jours. Pendant cette période-là, vous produisez déjà du virus à des taux importants dans votre sang. Donc il n'y a pas de signe d'alerte clinique, mais vous pouvez déjà participer à l'infestation de nouveaux moustiques. Donc dans une période globalement de 5 jours avant la fièvre et jusqu'à 5 ou 7 jours après la fièvre, vous êtes susceptible de participer au cycle de transmission. Donc globalement 5 jours en phase asymptomatique, 5 jours en phase symptomatique, donc pendant 10 jours, les personnes peuvent participer au cycle de maintien des virus. Oui, bonsoir. Voilà, je travaille au centre médical de l'ambassade française et là-bas on a un test rapide qu'on appelle le test d'antigène NS1 et je voulais savoir si ce test était très spécifique ou est-ce qu'on pouvait quand même avoir des faux positifs en fait. Alors des faux positifs, non, parce que c'est effectivement un test qui est très spécifique. En revanche, des faux négatifs, oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. D'une part parce que l'antigénémie, l'antigénémie, c'est NS1. NS1, c'est une protéine du virus qui ne fait pas partie de la particule virale, mais qui participe au cycle de réplication. Et cette protéine est produite en très très grande quantité et relarguée en très très grande quantité dans le sang, mais pendant une phase qui est relativement brève. Globalement, on peut détecter cet antigène à partir du moment où la fièvre apparaît et jusqu'à 10 jours après l'apparition de la fièvre. Mais pendant cette période-là, on a en fait une courbe de Gauss, c'est-à-dire qu'on va avoir une quantité qui va varier dans le temps, qui va augmenter dans un premier temps jusqu'au jour 5 et qui ensuite va diminuer. Et tout dépend à quel moment vous allez utiliser votre test. Entre J0 et J5, la sensibilité n'est pas très bonne. Après J5, la sensibilité n'est pas très bonne, donc globalement, il y a une très très bonne sensibilité à J5. D'accord. Et ça, c'est vrai chez les gens qui font une infection primaire. Chez les gens qui font une infection secondaire, c'est-à-dire qui refont une dengue avec un autre sérotype, les anticorps qui sont produits au cours de la première infection vont pouvoir se lier à cette protéine NS1 et rendre le test faussement négatif. Il ne sera plus détecté par le test. D'accord. Et les anticorps apparaissent? Alors les anticorps... Donc la cinétique classique, c'est les immunoglobulines de type M vont apparaître aux alentours du 5e jour après l'apparition de la fièvre, et les immunoglobulines de type G un peu plus tardivement, entre le 7e et le 10e jour. Dans la plus grande majorité des cas, mais il y a bien sûr des exceptions. Et alors, il y a un moment dans votre exposé, vous avez fait mention d'une co-infection entre le chikungunya et la dengue. Est-ce que vous savez à quel pourcentage on pourrait rencontrer ça? Alors non, c'est difficile à dire parce que il y a en fait assez peu d'études qui sont faites. Il y en a de plus en plus parce que, comme on a essayé de le faire passer ce message ce soir, c'est qu'on peut avoir une co-circulation de ces deux virus-là. Et donc, quand on en détecte un, ça veut pas forcément que l'autre n'est pas présent. Donc, il y a des études qui ont été publiées sur des cohortes en Afrique
Donc globalement, le pourcentage de co-infection symptomatique est assez faible, mais il existe. Merci. Bonsoir. Je voudrais savoir si la dengue hémorragique, ça fait partie de cette quatrième dengue. Moi, j'ai eu déjà 3 fois la dengue. Je voudrais savoir si la quatrième, c'est l'hémorragique ou c'est l'hémorragie. Alors, déjà, je voudrais vous retourner un peu la question. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir eu 4 fois la dengue ou est-ce que vous avez fait 4 fois des syndromes, pardon, 3 fois des syndromes pseudo-grippaux? Chaque fois, vous avez eu un... C'était la dengue. Ouais, vous avez eu un test positif sérologique. On vous a détecté des anticorps, mais on ne vous a pas forcément détecté le virus. Donc l'interprétation des tests, elle est un petit peu délicate. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais déjà, la première question, c'est effectivement d'être sûr d'avoir eu 3 fois la dengue. Oui, oui. Alors, pour la forme hémorragique, effectivement, la fréquence est de faire une dengue hémorragique va augmenter avec le nombre de fois où on est infecté. Mais parce qu'il y a une participation dans certains mécanismes des anticorps qui ont été générés par les infections antérieures. Mais c'est très discuté, il n'y a pas forcément que ça. Il y a des cas, y compris chez des personnes en très très bonne santé, qui font une fois la dengue et qui meurent de dengue hémorragique. Donc il y a plusieurs schémas, plusieurs mécanismes qui sont responsables de ces formes graves. Le rôle des anticorps a été évoqué, a été très défendu par un chercheur américain. Ça n'a pas été prouvé épidémiologiquement dans tous les cas. On sait qu'il y a des facteurs de prédisposition, certaines hémopathies comme les drépanocytoses ou les thalassémies, des facteurs donc, qui sont directement liés à l'autre. On suspecte aussi qu'il y a des rôles de la charge virale. Plus vous allez avoir de virus transmis, plus vous avez une chance de faire une dengue hémorragique, ou plus vous répliquez le virus, plus vous avez une chance de faire une dengue hémorragique. Et pour les gens qui ont fait une dengue par le passé, le rôle des anticorps, il va varier dans le temps. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir des anticorps, il faut aussi avoir la bonne quantité d'anticorps qui va participer au mécanisme de facilitation. Donc c'est très difficile de répondre à votre question. Merci. Bonsoir, moi j'avais une question un peu liée justement. Est-ce qu'on a des arguments épidémiologiques pour dire qu'avec la succession d'épidémies à courte durée dans le temps, il y a une proportion de formes graves justement qui pourrait augmenter? Alors, un petit peu la même réponse. C'est pas décrit, la théorie de Hallstatt, en fait la problématique c'est que d'une façon générale, ça c'est mon opinion tout à fait personnelle, dans les zones hyper endémiques, comme par exemple ici en Asie, on a beaucoup de chiffres qui sont fournis par l'OMS, mais qui ne sont pas des chiffres très précis, tout simplement parce qu'ils sont basés sur une surveillance syndromique. On compte le nombre de gens qui présentent des symptômes qui sont compatibles avec la dengue, et on les classifie comme étant des dengues. Pour les dengues sévères, les dengues hémorragiques avec des issues fatales, on a eu des cas cette année. On a 93 ou 96 cas qui ont été répertoriés dans la surveillance cette année. 93. Nous, sur Vientiane, on en a eu à peu près une trentaine. On a pu porter des confirmations dans un certain nombre de cas, de gens qui présentaient des tableaux de formes sévères, et pour lesquels on n'a trouvé, mais strictement, aucun marqueur de la dengue. Donc on englobe en fait dans ces syndromes dengue-like, où on attribue à la dengue des choses qui n'en sont pas. Donc les données sont faussées. Et de ce fait-là, on n'a pas en plus le séquentiel des sérotypes qui peut aussi jouer un rôle dans l'aggravation des formes de dengue. Lorsqu'on a une séquence dengue 1 puis dengue 2, on a statistiquement plus de chances de faire une forme grave que les gens qui font une dengue 3 puis une dengue 4 par exemple. Donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, et tout ça, ça n'a pas été appréhendé de façon systématique dans les études qui sont publiées. Il y a des différences aussi géographiques, par exemple dans les Caraïbes où il y a beaucoup de drépanocytose, on répertorie beaucoup de dengue hémorragique, parce qu'il y a ce fond qui fait ces sensibilités particulières
plus importante dans la population, qui fait que la sensibilité aux formes graves va être plus élevée que dans d'autres régions du monde. Donc il y a encore du travail pour les chercheurs. Oui, bonsoir. C'est juste comme dit tout à l'heure que la Banque mondiale qui a financé 300 000 $ ou euros, juste pour, peut-être pas juste, mais c'est pour produits anti-moustiques. Est-ce que vous, comme vous êtes expert dans ce domaine, est-ce que vous pouvez suggérer au ministère de la Santé de faire, au lieu d'acheter le produit qu'on n'est pas sûr, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, si c'est efficace ou pas? Est-ce que vous pourrez suggérer autre éducation ou prévention? Bien sûr, si on peut faire des recommandations, mais dans les situations d'urgence extrême, le ministère de la Santé, avec le Banque asiatique de développement, a décidé de faire ces traitements parce qu'il y avait quelques résultats que les moustiques, ils ont fait quelques tests sur des petites quantités de moustiques et ils ont dit que les moustiques étaient sensibles encore aux insecticides. Donc ça a poussé le gouvernement et la Banque asiatique de développement d'aller acheter ces produits et de l'utiliser pour le traitement dans une situation épidémique comme nous avons vu il y a juin, juillet, août. Mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est de revisiter cette question calmement et de établir, vraiment pas avec une seule type d'insecticide, mais avec une batterie d'insecticides, quels sont ceux qui sont efficaces et ceux qui n'ont pas efficaces, pour que le ministère de la Santé puisse à ce moment-là décider est-ce qu'il faut les utiliser, oui ou non. Et on a très peu de données au Laos. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Jusqu'il y a quelques années, il y a presque des résultats de recherche scientifiques avec des informations claires et nettes. Le gouvernement n'avait pas accès à ces données parce qu'il n'y avait personne pour les générer. Et c'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement laotien a demandé à l'Institut Pasteur de venir ici pour former les jeunes chercheurs, pour qu'ils avaient accès, que le ministère a accès à des données qui sont basées sur les faits et pas uniquement sur des rumeurs ou des suppositions. Ça doit être basé sur des choses. Donc, je pense que c'est quelque chose un processus qui en marche. C'est pas quelque chose qui change du jour au lendemain. Ça prend du temps. Il y a l'IRD qui est présente aussi sur le territoire laotien qui contribue beaucoup. Il y a le Wellcome Trust avec Paul Newton qui est à l'hôpital Marosot qui contribue beaucoup. On a parlé déjà de l'IFMT qui contribue. Et nous avons la chance aussi d'avoir le centre Mérieux qui contribue aussi. Donc, ça, c'est la vision du ministère de la Santé, de faire venir les organisations de recherche, certaines qui sont complètement incorporées dans le tissu du ministère de la Santé, d'autres qui restent bien identifiées comme Institut français de recherche. Et nous travaillons ensemble avec nos partenaires laotiens, au ministère de la Santé et dans d'autres centres. On a cité le Centre national du laboratoire et épidémiologie, le Centre national de entomologie, parasitologie et malariologie. On travaille ensemble avec ces centres pour augmenter ce tissu de recherche qui aide le gouvernement à prendre des décisions qui sont des décisions parfois graves et difficiles. Et il y a des gens qui ont dit mais alors si on utilise des insecticides ça a des effets très graves sur l'écologie, sur les autres insectes qui sont des insectes bénéfiques.
bien sûr, mais à des moments donnés, lorsque la population est extrêmement fragilisée par une épidémie, il faut prendre des décisions graves et dire que bon, espérons que ça va marcher, mais après, il faut y retourner, avoir des résultats pour prendre des bonnes décisions. C'est aussi pour leur rappeler qu'il n'y a pas que les insecticides et qu'il y a les habitudes des gens qui doivent changer et que c'est des mesures qui sont pleinement complémentaires. Bonjour, je vous remercie d'abord pour votre exposé qui était très intéressant. Puis j'ai pu m'apercevoir qu'au lycée au fait, eh bien, où je suis passé un petit peu de temps, c'était dangereux. Bon. À part plus ça, qu'ailleurs. Ouais, d'accord, pour me rassurer. À part ça, j'ai vu dans une des diapositives qu'il y avait 5 couleurs sur les sérotypes et vous dites depuis tout à l'heure qu'il y avait 4 sérotypes. Alors je m'interrogeais sur cette couleur violette, savoir si c'était des sérotypes qui n'étaient pas identifiés ou si c'était... Oui, c'est la proportion en fait des souches que l'on n'a pas réussi à typer. Mais pour l'instant, il y a 4 sérotypes qui sont académiquement reconnus, donc on en reste là. Mais il n'est pas impossible qu'on ait un autre sérotype qui apparaisse. Ça a été suspecté au moment des premiers travaux sur la dengue. On se disait il y a peut-être 5 sérotypes. On en est revenu à 4 parce qu'on avait des méthodes de caractérisation des sérotypes qui n'étaient pas ce qu'elles sont à l'heure actuelle, basées essentiellement sur la génétique. Mais on peut très bien avoir un virus dengue qui circule dans un milieu forestier dans lequel l'homme n'a pas encore mis les pieds. Et le jour où il sortira de cette niche écologique, il pourra être à l'origine d'une épidémie avec un nouveau sérotype. Je vous remercie. Et comme j'ai pas eu suffisamment peur, je voulais savoir si vous aviez une explication pour nous dire pourquoi est-ce qu'à Vientiane on est relativement épargné par le plasmodium alors que, on va dire, la malaria, alors qu'on n'est pas par la dengue. Je ne suis pas spécialiste de parasitologie, mais il y a une réponse un peu qui va dans le sens de ce qu'on a dit là, c'est qu'un pathogène qui est transmis par un vecteur, il a besoin de son vecteur. Donc si le vecteur n'est pas là, ou pas suffisamment présent, il ne suffit pas qu'il y ait quelques anophèles pour qu'il y ait du paludisme, il faut qu'il y ait une certaine densité pour qu'il y ait une transmission efficace. Donc c'est ces différents paramètres qui vont déterminer ou pas si une maladie peut émerger et peut prendre dans une population humaine. Mais s'il y a le professeur Buisson, le professeur Strobel qui veut complémenter la réponse... On peut dire que les anophèles